Caroline Bernot. And at this point, also an incredibly warm thank you and maybe even applause to the technical team who made this possible. Thank you. So, Fastin, Caroline, you hear us? You see us? Sure. Fantastic. Just to say, we were thinking to go ahead in this way to have both of you for 20 minutes and then allow a 10-minute break to everybody who's here also to ask questions, because as much as we would have liked you here, it will be the only moment that we have to connect together and discuss what you share with us. And I will lose no further time and introduce Faustin Lignecula, who's a dancer, choreographer, actor, playwright, director, and storyteller. He's often working with Théâtre Vidi at Lausanne, which is the institution that Caroline Bernot is working at as well. But he's based in Kisangani, the DRC. And I would like to start maybe, Faustin, by you telling us the role of Kisangani in your work. As I've been told, it's an always present element. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, là, je vous appelle depuis Bruxelles, en Belgique. Mais sinon, ouais, comme c'était dit tout à l'heure, je vis et travaille à Kisangani, quelque part au nord-est de la République démocratique du Congo. Et cette ville, j'y suis retourné, j'ai grandi là-bas et je suis retourné vivre là-bas il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Parce qu'à un moment, j'avais besoin d'être chez moi. Mais c'était aussi un défi par rapport à la centralisation de la vie en RDC, où on dirait qu'en dehors de la capitale Kinshasa, il n'y a pas de vie possible. Et donc, vision finalement très coloniale, où il y a un centre et puis des périphéries. Mais pour un danseur, je sais que le centre n'est pas un point fixe. Le centre, c'est le danseur et le centre se déplace avec le danseur. Et donc, Kisangani, c'est ce point périphérique par rapport à la RDC et encore plus périphérique par rapport au reste du monde, où j'essaye de rêver d'une action qui serait juste avec comment j'aimerais m'inscrire dans le monde. Après, juste une question, est-ce que on va continuer comme dans un jeu de questions-réponses ou alors je continue? Parce que si c'est questions-réponses, je pourrais m'arrêter là pour l'instant par rapport à Kisangani. I was just listening to the translation, so sorry for the delay. I think it would be nice to have a moment of presentation and have you go on for a little while so that we learn a bit more about your work and the context, and then maybe we take 10 minutes collectively for questions at the end. Would that be okay? Okay. So, voilà, maintenant je ne sais même plus si je parle français ou anglais. Alors, As je you vais vous prefer. parler. Voilà, donc je continue en français, comme je suis lancé en français. Il y a une vingtaine d'années, dans une discussion avec quelqu'un qui me demandait si je pouvais en quelques mots définir ma danse, j'avais dit, ma danse, c'est une tentative de me souvenir de mon nom. C'est que le nom, il est certes juste un petit point pour nous identifier. Mais quand on y regarde de près, on voit que chaque nom ouvre un réseau très très riche, un réseau de relations.
relation à soi-même, relation à des espaces et des géographies, relation à des personnes, relation à une histoire. Et finalement, ce pourrait être une définition de la chorégraphie, c'est-à-dire savoir mon nom et comment ce nom se connecte à d'autres noms, c'est-à-dire savoir où je me situe dans l'espace, qui d'autre est dans cet espace-là avec moi, quelle distance il y a entre nous, et surtout, surtout pour moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette distance-là. Est-ce que je décide si la distance est celle qui existe entre mes deux mains, dans ma manière de me positionner par rapport à cette distance, est-ce que j'essaye de rapprocher ou au contraire d'éloigner? Et cette distance, c'est une distance physique, mais c'est aussi une distance, ça peut aussi être une distance de conditions sociales, ça peut être une distance culturelle, une distance économique, une distance historique. Et comment, une fois que j'ai identifié où je me situe dans l'espace, qui d'autre est là, quelle est cette distance, qu'est-ce que je fais par rapport à cette distance? J'essaie de la combler ou au contraire de l'accentuer. Et cette distance va au-delà juste des humains avec qui je partage l'espace. Cette distance se traduit aussi avec les non-humains avec qui je partage l'espace. Kisangani, c'est une ville qui a été construite par le colonisateur belge dans la forêt. Elle est située à 78 km ou 78 km, comme on dit chez nous, au nord de l'équateur, avec le fleuve Congo qui traverse la ville en deux. Ville tropicale, ville équatoriale, ville des forêts, ville de bord du fleuve, mais qui, avec le temps, est en train non seulement de chasser la forêt de son sang, mais aussi de ses alentours. Ça pose clairement question parce que les peuples originaires de cette région, ce sont des peuples de forêt. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu avec et de la forêt. La forêt nous donne encore à manger. La forêt nous donne de matériaux de construction. La forêt, c'est un abri. Mais avec le temps, il y a une distance réelle qui commence à se construire, à se créer avec cette forêt. Et donc, quand je parlais de danser comme une manière d'identifier où je me situe dans l'espace, qui d'autre est là, en pensant à ma ville, en pensant à ma région, en pensant au fait que nous avons, comme peuple, pu prospérer grâce à cette interaction avec la forêt, je ne peux pas ne pas m'interroger sur notre rapport à cette forêt aujourd'hui. Alors, le titre de cette rencontre, c'était Crise climatique, crise d'imagination, avec point d'interrogation. On pourrait parler de crise, mais plutôt que de m'arrêter là-dessus, j'ai envie de parler de ce que l'on peut faire par rapport à ça. Parce que oui, il y a crise. Oui, on peut dénoncer à plein d'endroits des structures qui nous dépassent, des structures économiques, politiques. Mais qu'est-ce que, à mon niveau, je peux faire par rapport à ça?
je lisais un article, c'est le monsieur qui a écrit ça s'appelle John Halstead, c'est un activiste américain pour l'environnement. Et le titre de l'article, c'était How I Stopped Protesting and I Started a Garden Instead. Comment j'ai arrêté de protester et au contraire, j'ai commencé un jardin. Ça m'a beaucoup parlé parce que quand on commence à cultiver son jardin, on développe un rapport direct à la terre, aux plantes qui vont grandir, pousser sur cette terre. Et donc, on développe un rapport intime à la nature. Ce qui veut dire que quand on dit qu'il faut sauver la planète, dans ces cas-là, on n'est plus dans une abstraction. On est dans un bout concret de planète. Et alors, comment moi qui suis à Kisangani, dans cette forêt qui est en train de s'éloigner, ou plutôt que nous sommes en train de chasser de nos vies, qui décide non pas seulement de pointer le doigt ou de dénoncer, mais au contraire de dire qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Comment j'arrive à développer un rapport intime avec un bout de cette forêt qui permette la renégociation d'un autre rapport. Concrètement, ça a commencé par un projet qu'on a développé pendant un peu plus de 2 ans, qu'on a appelé De 6 mois une forêt. C'était un projet avec une quinzaine d'enfants et d'adolescents de la ville avec qui nous avons fait un parcours à la fois de connaissances, mais aussi un parcours d'imaginaire autour de la forêt. Parce que nous vivons certes dans la forêt, mais avec le temps, on se rend compte que nous ne connaissons pas vraiment la forêt, surtout quand nous avons grandi en ville. Et au contraire, nous vivons avec un fantasme de la forêt, aussi, voilà, c'est une mythologie. Et donc, ce parcours avec les enfants, nous l'avons commencé par un travail scientifique avec des amis qui sont liés à l'université qui sont gagnés à la faculté des sciences, qui ont pu accueillir ces enfants dans leur laboratoire, qui ont pu les emmener en forêt pour des visites, qui ont expliqué comment fonctionne la forêt. Et après, ils ont passé du temps avec des artistes pour essayer de donner des formes à cette connaissance-là. Et les deux, finalement, se complétaient. La parole scientifique ne se plaçait pas au-dessus de la relecture artistique de ce savoir. Mais au contraire, ces deux savoirs se répondaient et ça permettait d'ouvrir d'autres types de relations et de développer un autre type de relation avec cette forêt. Et pour finir le projet, nous avons fait le cycle de l'arbre, l'arbre étant l'un des symboles de la forêt. Donc, partir des graines qu'on est allé récolter dans la forêt, qu'on a fait germer, pousser dans une pépinière, et après, quand c'était le temps de les transférer, de les transplanter vers la terre, on a pu le faire et certains des enfants continuent à surveiller la croissance de ces arbres-là. C'est que j'ai lu une phrase qui est attribuée à Confucius. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elle me parle. On dit, apparemment, il aurait dit que si votre projet c'est sur 1 an, il faut planter du riz. Si c'est sur 10 ans, planter des arbres. Et si c'est sur 100 ans, éduquer les enfants.
je disais que la forêt est en train de disparaître de la ville de Kisangani, mais aussi de tout autour de la ville de Kisangani. Il y a plusieurs raisons, mais rapidement, je pourrais citer l'agriculture itinérante sur Bruni. Il y a la production de charbon de bois, parce que c'est l'énergie principale pour cuisiner dans cette ville d'1,5 million d'habitants. Il y a l'exploitation du bois pour le bois d'œuvre, à la fois pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation. Et donc, si on veut protéger les forêts, on ne peut pas écarter la question de pourquoi la forêt est en train de disparaître, pour commencer, dans cette partie du monde. Et donc, ce projet qui a commencé avec des enfants qui, pendant 2 ans, avec qui on a fait ce parcours et où ils ont commencé à comprendre comment fonctionne une forêt, a pris une autre dimension, c'est-à-dire que nous nous sommes lancés sur un projet beaucoup plus ambitieux qui était d'acquérir aujourd'hui 500 hectares de terres dégradées, ou plutôt de forêts dégradées, essentiellement par l'agriculture itinérante sur Bruni pendant des décennies, et d'imaginer sur ce terrain-là un projet à 3 ou 4 volets. Le premier, ce serait un projet agricole. Comment produire à manger autrement dans cette région aujourd'hui qu'en brûlant la forêt? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui se développe ailleurs, notamment au Brésil, où qui développent des projets qui sont presque de la permaculture, mais à l'échelle d'une forêt, pour appliquer chez nous, en sachant que nous avons la chance, dans cette région-là, que l'agriculture, ça a toujours été la petite agriculture paysanne, et donc qui n'utilise pas d'engrais chimiques ou de pesticides. Et donc, la terre n'est pas empoisonnée. Et on l'a vu, on a expérimenté en laissant un bout de champ juste 1 an sans y toucher. Puisqu'il fait chaud et qu'il pleut tout le temps, la nature a des ressources pour repousser. Et donc, comment produire à manger autrement? Comment produire de charbon de bois, parce qu'on en a encore besoin, on n'a pas d'autres sources d'énergie pour cuisiner, sans avoir à couper des arbres qui ont 60, 70 ans pour les brûler, et cet arbre qui a quelques décennies, quand on le brûle, on n'en tire que $300 maximum. Est-ce qu'on peut planter des arbres qu'on pourrait récolter au bout de 4-5 ans et en rotation, arriver à construire quelque chose de plus pérenne, mais aussi et surtout comment replanter la forêt, en sachant que la forêt, encore une fois, a des ressources pour se régénérer quand on la laisse tranquille. Comment l'aider à accélérer ce processus? Alors concrètement, aujourd'hui, nous agissons à une toute petite échelle, c'est-à-dire que nous produisons à manger sur 6 hectares, et nous avons commencé une pépinière d'arbres. Donc d'ici la fin de l'année, on pourra replanter 20 000 arbres, que des essences de forêt qui ont été, et nous avons sélectionné les essences à partir des études qui existent sur cette région qui disent qu'ils sont à peu près les pourcentages des grandes espèces d'arbres qu'il y a dans cette forêt, mais aussi en dialogue avec des communautés locales qui nous disent tel arbre est important pour nous parce que cet arbre-là nous donne des chenilles à manger, par exemple, ou tel arbre a des vertus médicinales. Et c'est tout ça qui constitue notre pépinière. Et nous avançons. C'est un laboratoire, c'est-à-dire que nous apprenons, mais nous allons continuer à apprendre. Et puisque le projet est pour 100 ans, mais pour arriver à 100 ans, il faut commencer par 1 an, c'est-à-dire produire du riz, produire à manger aujourd'hui.
Il faut passer par 10 ans. On va replanter des arbres, mais surtout, on va continuer à éduquer les enfants. Et pour ça, concrètement, là, après 2-6 mois, une forêt, en juillet prochain, nous organisons une colonie de vacances dans la forêt. Il s'agira de passer une semaine avec des enfants dans la forêt. C'est à la fois de l'éducation environnementale, mais aussi de l'éducation artistique. Je vais animer des ateliers de mouvement. Nous espérons avoir Christiana Tabarot, qui est la complice de Michael Dissanka, qui est avec vous là-bas à Tunis, pour venir animer des ateliers de théâtre. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce qui peut sortir de ça avec ces enfants? En faisant intervenir des scientifiques, mais aussi des leaders de la communauté qui connaissent la valeur de la forêt, qui connaissent les parties sacrées d'une forêt, qu'est-ce qui se passe. Comme ça, on transmet tout ça. Parce que en faisant cela, on active d'abord un rapport intime, c'est comme planter son jardin. Et puisqu'il y a un rapport intime, ça devient possible de s'occuper d'un bout, non pas de sauver la nature, mais de se dire, il y a tel arbre dans cette forêt-là dont je m'occupe. Et pendant qu'on fait ça, la grande question après, ce sera comment raconter tout ça. D'où l'art. Il s'agit finalement, pour revenir là où j'ai commencé, je suis debout ici. Je vois ce qui est autour de moi. J'évalue la distance et j'essaye, pour moi en tout cas, non pas d'accentuer la distance, mais au contraire, de me rapprocher. Parce que je sais que l'homme n'est pas en dehors de la nature. Je ne suis pas en dehors de ma société. Alors comment, avec mes outils, le théâtre, c'est cet espace qui fait qu'une communauté peut se réunir autour d'un sujet. C'est faire cercle. Danser, c'est faire cercle. Bien sûr, ça commence avec le corps du danseur qui doit se connecter à lui-même, donc trouver de la circulation en soi-même. Mais c'est faire cercle avec ceux qui sont autour de nous, humains ou non humains, et essayer de soutenir cette danse ensemble. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Thank you so much for sharing this really impressive project. I think impressive in its circularity and ambitious in its scope, in a way that it started from something very humble, linked to artistic production, linked to pedagogy, and then becoming also an agroecology project, a project of connecting with nature, connecting with human and non-human actors, and then circling back into providing yet another space for exchange and education. And I think the way you spoke about the forest as an actor in the place made me think of a poem by a Scottish poet called David White, who asks at a certain point, what do you do when you're lost? And it's about a person being lost in the forest. But it's a parable for life, I guess. So what do you do when you're lost? Pause, look around. The forest knows where you are. The forest knows where you are. And I think it's a very beautiful way of creating relations. So I wonder if this is a good moment to open up, to see whether there's other questions. Jan is telling me that we have to give the floor first to Caroline because there's a moment of time pressure. I don't know, Faustin, if you would like to stay with us for a little bit longer. We would be certainly very happy to have you. Faustin, vous restez avec nous?
Oui, je reste Eh encore au ben, moins 45 minutes. ouais, Après, désolé, je je ne dois me suis pas filer. présenté, hein, je suis le co-modérateur. Ça fait plus simple pour vous, je parle français, on peut aller un peu plus vite. Ok. Un grand merci hein, pour cette belle présentation. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, sûrement. Tous ceux qui sont présents, ils auront hâte de réagir avec vous, mais on va céder rapidement la parole à Caroline Barneau. Est-ce que Caroline nous entend? Elle est avec nous? Caroline? Oui, oui, je vous entends. Excellent. Alors, je vais vous présenter rapidement Caroline. Donc, Yvan. Ah. Et donc, elle était productrice au Festival d'Avignon, suite à quoi elle a rejoint l'équipe de direction du théâtre Vidi Lausanne. Et donc, Caroline, elle a un intérêt pour les projets artistiques et questionne notre actualité, la société contemporaine. Et voilà, donc Caroline, vous pouvez voilà, partager avec nous votre contribution réflexive pour cette discussion. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, oui, je travaille dans un théâtre qui est basé en Suisse, qui s'appelle le Théâtre de Vidi. Et là, je travaille en production et aussi en programmation, curation et réflexion avec l'équipe du théâtre et Vincent Baudrier, le directeur, autour des enjeux pour un théâtre aujourd'hui. Et les questions écologiques sont assez centrales dans nos discussions. Je rebondis, je me retrouve là-dedans, même si la structure est très différente dans ce que raconte Faustin du cercle. Et quand il dit je ne suis pas en dehors de la société, je ne suis pas en dehors de la nature. Et le théâtre, l'institution, aussi grande soit-elle, n'est pas en dehors de la société, de la nature et du monde. Alors, on a essayé de travailler sur ces questions au théâtre de Vidi avec à plusieurs niveaux. Bien sûr, au niveau structurel, on est une entreprise, on a plein de gens qui travaillent, on a des bâtiments, donc on a plein de questions et de choses à améliorer sur les plans écologiques. Mais ça, je dirais, c'est la partie qui est assez simple. Même si elle nécessite des fonds particuliers ou des solutions à trouver chaque jour. On a travaillé autour de nos propres représentations de la question de l'écologie et de la question de la durabilité, pour prendre ce mot-là. On a fait ça avec des artistes, beaucoup, mais aussi avec un partenariat qu'on a développé sur plusieurs années avec des chercheuses principalement, mais aussi des chercheurs de l'Université de Lausanne. À Lausanne, il y a un centre de compétences en durabilité qui est un endroit pluridisciplinaire où des chercheurs de différentes disciplines se retrouvent autour de la question de la durabilité. Et puis, on a travaillé aussi sur les modes de production. On est un théâtre de production et de création et de tournée. Et ce modèle-là, qui est le modèle de ce théâtre-là, de produire ici, d'inviter des artistes d'ici et d'ailleurs à faire des pièces et de les emmener en tournée, on l'a aussi questionné en se demandant s'il y avait d'autres manières de faire, aussi d'autres manières d'accueillir des spectacles et des artistes d'ailleurs chez nous. Alors peut-être pour être un peu plus concrète, je vais prendre quelques exemples de ce qu'on a fait à Vidi. Et puis peut-être quelque chose qu'on a fait notamment avec Faustin. On a une sorte de programme qui s'appelle Imaginaire des futurs possibles, qui est un programme dans lequel on a invité des jeunes artistes et des jeunes chercheurs, chercheuses à passer une année ensemble sous forme de rendez-vous et à produire au fil du temps, au fil de cette année ensemble, accompagnés par un artiste ou un philosophe ou un curateur, curatrice, des petites formes qui interrogent nos imaginaires des futurs possibles. Et Faustin a accompagné un de ces ateliers sur une année et a mené un travail en parallèle entre Kisangani et Lausanne, entre aussi des artistes et des chercheurs qui étaient à Kisangani et a partagé avec les chercheurs, chercheuses, artistes d'ici, l'expérience qu'ils mènent à Kisangani. Et avec Faustin, on a développé une relation durable sur plusieurs projets
sur des projets qu'il porte, lui, avec sa compagnie et qu'il est venu répéter et créer à Lausanne, mais aussi sur des projets qu'il a développés avec des artistes basés en Suisse, avec une artiste basée en Suisse, Mamouchi. Et pour nous, dans ces questions de réflexion sur la durabilité, il y a un risque immense de repli qu'on cherche toujours à éviter, et l'articulation entre le local et le global, l'ouverture à l'international, c'est quelque chose qu'on garde en tête en permanence, en même temps qu'on va essayer de réduire l'ensemble de nos impacts pour ne pas tomber dans quelque chose qui serait de l'ordre du repli et d'une attitude européano-centrée autour de cette question. Donc, on essaye, c'est pas toujours simple, mais on expérimente. Donc, dans les objectifs qu'on a, c'est d'essayer d'être toujours en recherche de différentes manières de faire, de s'autoriser à faire des tentatives, de mener des projets expérimentaux. Toujours avec l'Université de Lausanne, on a développé un projet qui s'appelle Sustainable Theatre. L'idée de ce projet, c'était de proposer des projets de théâtre qui pouvaient se déplacer sans que personne ne se déplace, à part des idées. Donc évidemment, c'est un projet qui a ses limites, parce que quand on fait du spectacle vivant, l'échange est hyper important. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut modéliser, ce n'est pas un modèle qu'on voudrait imposer, mais ça nous a permis de nous poser des questions et de démarrer une réflexion sur l'articulation entre le global et l'international, l'articulation entre les questions sociales et écologiques. On a travaillé avec deux artistes, Cathy Mitchell et Jérôme Bell, et un groupe de chercheuses de l'université qui nous ont initiés à la théorie du donut. Je ne sais pas si vous êtes familière de cette théorie, mais qui dit que la vie durable est celle contenue entre le plancher social et les limites planétaires, que c'est dans l'articulation des deux qu'on peut trouver la vie durable, et qu'il ne s'agit pas d'être dans une perception uniquement environnementale et ni non plus dans une perception uniquement locale, que c'est dans un équilibre entre le local et le global que se trouve aussi cette vie durable. Et à partir de cet outil-là, on a fait un outil de réflexion pour les théâtres pour qu'on puisse toujours penser ce qu'on est en train de faire en articulant le social et l'environnemental, le local et le global. Se poser la question pour l'ensemble de nos actions, où elles se situent dans ce cercle qui serait entre les deux. Ce guide, on l'a partagé avec 12 théâtres européens qui ont développé un réseau. Et puis maintenant, il est ouvert, il peut servir à des structures de différentes tailles. Et pour nous, à l'intérieur de notre structure, ça nous sert au quotidien, en fait, comme une sorte d'exercice mental pour se déplacer quand on est face à des dilemmes. En ce moment, je travaille particulièrement sur un projet qui s'appelle Paysage partagé, qui est un projet qui se passe dans des endroits en dehors des villes, en périphérie urbaine, des premiers endroits qu'on va qualifier de nature, à la sortie des villes, mais qui sont des endroits qui sont très marqués par la présence humaine aussi. Et c'est un projet qu'on mène avec plusieurs théâtres européens autour de la question du paysage. On s'est demandé, à force d'avoir et d'inviter beaucoup à Vidi des projets qui amènent la question de la nature et du rapport à la nature, toujours avec grands guillemets, dans le théâtre, si ce n'était pas aussi intéressant de faire un exercice qui consisterait à amener les outils du théâtre dans la nature. Et donc à se retrouver avec la communauté d'attention qu'on a au théâtre, le rapport à la durée. Il n'y a pas beaucoup d'autres moments ou endroits où on se retrouve comme ça, un nombre collectivement en train
de regarder ensemble dans la même direction et d'être dans une grande attention et disposition. Donc on s'est demandé qu'est-ce que ça ferait d'emmener dans un territoire rural, périurbain, un groupe de public et puis de leur ouvrir à travers les projets de plusieurs artistes des fenêtres sur le paysage, des questions sur la relation qu'on entretient avec la nature, sur la distance avec laquelle on regarde, sur les représentations qu'on en a, sur les choses qu'on ne peut pas voir. Et on a 7 artistes qui ont proposé 7 courtes pièces d'une 40aine de minutes qui sont des pièces, des variations sur le paysage et qui sont expérimentées par le public sur une journée de 7 heures. Et donc c'est un temps long qu'on partage collectivement dans un espace qui n'est pas l'espace protégé du théâtre. On est soumis à des intempéries, des accidents, des autres usagers. On n'est pas prioritaire sur le lieu. On doit partager l'espace. Et voilà, là, on en est à la 3e représentation. On va le déployer après sur d'autres territoires. Et c'est une expérience qui est très forte, ce qui se produit au bout des 7 heures entre les gens et en ayant traversé cet regard sur le rapport au paysage. On est à la fin de la journée, pas tout à fait pareil. Et ça, c'était un peu le pari. Et puis peuvent commencer d'autres, peut-être, types de discussions. Voilà, je ne sais pas trop, je pourrais raconter plein d'autres choses, mais c'est vaste. Merci Caroline. Je préfère répondre aux questions. En tout cas, vous vous arrêtez au bon moment parce qu'on sait que vous devez partir à 17h et on aimerait bien que les participants participent, posent des questions, interagissent avec vous. Et donc, voilà, la discussion est ouverte. Si vous avez des questions, profitez de la présence de Caroline, elle est là jusqu'à 17h. Elle a évoqué 2 projets, 2 actions concrètes, à savoir le Sustainable Theatre. Donc c'est un projet, si on a bien compris, 100% sans émissions, 100% qui interroge un peu le rapport local et global. Et Paysage partagé. Donc ce sont 2 projets. Donc Paysage partagé, c'est le projet en cours. Et donc si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions que vous voulez partager avec Caroline. Et puis il y a aussi ce projet avec Faustin, si Faustin est encore là. Oui, tout à fait. Faustin, s'il est si lui, il peut raconter aussi quelque chose des collaborations qu'on a ensemble. Bonjour Caroline, moi je travaille à l'Institut supérieur d'art dramatique comme collaborateur et même les études là-bas. Vous avez annulé tous les stages, le Festival Nantes, depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un problème, les stages pour le 3e cycle, les jeunes ce n'est pas le problème de visa, mais toujours il n'y a pas communication entre l'Institut supérieur dramatique et surtout en France. Vous avez annulé tout événement depuis longtemps, peut-être 5 ou 6 ans, il n'y a rien entre le Festival d'Avignon et l'Institut supérieur dramatique à Tunis. Est-ce qu'il y a une réponse, Madame Caroline? Moi, je ne travaille pas au Festival d'Avignon, enfin plus depuis longtemps. Le Festival d'Avignon, Avignon du théâtre international. Avant, tous les jeunes sont là-bas. Même M. Mouaz Mrabt. On va la laisser répondre, comme ça elle apportera plus de précision sur la question. Allez-y. D'accord. Donc moi, je ne suis pas au courant, de ces questions. Je ne travaille pas au Festival d'Avignon. Et en effet, si tel est le cas, je trouve très dommage d'avoir annulé des stages qui permettent des échanges et ce que je trouve très important, mais je n'ai pas les éléments pour répondre à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, bonjour Caroline. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus des projets que vous avez faits avec Jérôme Bell et Katie Mitchell dans le cadre de Sustainable Theatre, où l'idée a été de ne
pas réduire, mais d'exclure complètement la mobilité du processus de création. Et ça a créé quoi comme résultat? En effet, pour cette expérience-là, une des règles qu'on s'est données, c'est pas de voyage. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on s'interdit de voyager et comment est-ce qu'on peut mener un projet international et de théâtre. Alors, on a travaillé avec eux à des spectacles. Donc, chacun des deux a réalisé une pièce qui a été produite au théâtre de Vidi. Et puis, cette pièce a tourné sous forme de script qui ont été remontés par des équipes locales dans différents pays, pour l'instant en Europe. Cette expérience déplace énormément l'ensemble des partenaires qui se réunissent pour faire un projet artistique, parce que cette notion du producteur délégué, de détenir les droits, d'être propriétaire d'une œuvre, elle disparaît avec ce genre de système, et on se retrouve dans une situation de collaboration où on doit créer quelque chose, puis le passer à quelqu'un d'autre qui va l'adapter, en faire autre chose. Cela implique une grande confiance et une grande horizontalité dans les rapports, même si évidemment il y a les artistes qui ont créé les premières pièces et ceux qui vont les remonter. Mais la logique pourrait continuer et s'inverser si on continuait le projet. Évidemment, ça a plein d'écueils d'être à distance et de travailler avec des technologies digitales qui ne sont pas non plus non polluantes. Et on perd une partie de la qualité de ces échanges-là. Mais il y a quand même une infinité de choses qui se transmettent par ces moyens-là, et la possibilité aussi de voir un projet s'enrichir au contact des territoires. Au lieu d'être un objet qui n'est pas modifié par l'environnement dans lequel il est présenté, comme c'est souvent pour les spectacles qui sont présentés en tournée, qui vont avoir une réception différente, mais qui seront le même objet. Là, on a des pièces qui sont à chaque fois complètement remontées et qui deviennent des pièces locales, quand bien même elles ont été au départ produites par un artiste international. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Merci. Bonjour, Caroline. Moi, c'est dans le même sens que la question passée. Je voudrais savoir la position des singularités locales ou territoriales. À partir de ce que vous dites, si c'est le projet international qui table un peu sur les principes de développement juste ou équitable, mais aussi là où l'écologie prend place, la mobilisation et l'éveil, comment s'articule le local et le territorial dans cette dimension globale, si vous pouvez nous en dire plus? Voilà. Par rapport à cette pièce, vous voulez dire? Par rapport à ce projet Théâtre durable? Oui, justement, par rapport à cette pièce qui promet un changement de moralité, mais aussi de valeur par rapport à la question de l'écologie et de développement. Donc, par rapport à cette pièce, précisément, le rapport au local, il est à divers titres. Il y a l'implication d'acteurs locaux et leur participation à un projet international. Donc un lien qui se fait entre des artistes par un projet par-delà les frontières. Il y a une dimension économique, parce que au contraire d'une tournée qui se passerait avec une équipe qui se déplace
Et là, c'est une équipe locale qui est mise à contribution et donc qui a les ressources qui vont avec. Et les ressources ne sont pas dépensées pour des acteurs internationaux. Donc, au petit niveau de cette pièce, la relation avec le terrain local et avec ces artistes, ces dramaturges, elle est très importante, beaucoup plus importante que dans les économies de tournée traditionnelles. Et au niveau global, qu'en faites-vous de cela? C'est-à-dire par rapport aux effets d'apprentissage ou d'entraînement de cette expérience qui est assez importante? Oui, alors par rapport à ça, on est encore en phase... Ah pardon, excusez-moi. Il y a un petit retard, alors je ne sais jamais vraiment quand vous avez terminé. Par rapport à ce qu'on fait de ça, donc on est encore en cours. Il y a qu'une partie des remontages qui ont eu lieu pour le moment. Et on monitore en quelque sorte l'ensemble de ces remontages et l'ensemble des questions que cela a posées. Chacun des participants témoigne de l'expérience, des difficultés qu'il a rencontrées, de ce qui a été intéressant, de l'endroit où ça l'a déplacé. Et il y a l'université de Riga qui travaille à partir de toutes ces données. Et en parallèle des deux spectacles qui sont remontés, il y a aussi cet atelier autour du donut qui est mené dans l'ensemble de ces théâtres avec 100% des salariés qui travaillent dedans. Donc, c'est un atelier qui est vraiment basé sur une réflexion sur les questions, comment l'institution se positionne dans le donut au niveau environnemental et au niveau social. Où est-ce que l'institution souhaiterait être dans 20 ans et dans 10 ans, dans 5 ans et comment réduire la distance entre le futur désirable et le futur probable. Et ces exercices sont faits avec l'ensemble des équipes. Et puis toutes ces données, tous ces résultats, toutes les questions, toutes les valeurs communes qui sortent des échanges qu'il y a dans tous ces théâtres sont rassemblés par le Théâtre de Liège et l'Université de Riga. Et on se réunit régulièrement pour échanger sur ces résultats et pour pouvoir les partager plus largement à la fin des remontages. Bonjour Caroline, c'est Annemie ici. I will speak in English. Ah, bonjour. Bonjour. I would like to make a small comment on the showing without going. I think when you say it's less resources, in our case it's just not, I don't think it was true. I mean, it would have been much cheaper to have Jérôme Bel coming to us and performing his piece instead of having to have a wonderful actress, Ruth Rosenfeld, having studied the text and so forth and so on. And also, I think this is a little bit I love the work of Jérôme Bel. I know it very well since 30 years and so forth and so on. So it's not that. But to say that it's only for ecological reasons, I think it's... next time, I would say we are not stepping in and we will spend our resources on maybe local artists and not on the... Again, it's a concept of Jérôme Bel and it's for his... that he can shine, let's say. And he's being paid every time that we perform with the actress. So I think in terms of the resources, it would have been much cheaper, easier to have Jérôme in the train, and he was in Berlin, to have him perform it. So I think there should be this also conceptual honesty to say that it's not really only about the ecology, if I may say. Oui, alors peut-être que dans ce cas-là présent, si on fait la balance écologique, elle est pas bonne, mais et que peut-être qu'il y aurait eu une solution de faire un projet local beaucoup plus intéressant aussi socialement, mais pour moi, c'est là où je trouve intéressant la réflexion toujours de se demander qu'est-ce que ça apporte socialement, en même temps de qu'est-ce que ça apporte écologiquement. Et dans la plupart des endroits où ça s'est produit, il y a eu aussi
c'était aussi intéressant pour l'artiste qui l'a fait, c'était aussi intéressant pour le public de l'avoir dans la langue qu'il comprend. Et il y a donc pour moi des avantages qui sont et artistiques et sociaux qui sont à mettre toujours en balance. Après, je ne vais pas commenter le cas précis de Jérôme, mais c'est aussi un principe. Là, par exemple, pour le projet qu'on fait dans le paysage, on va retravailler avec des artistes locaux dans chaque ville, par exemple des musiciens. Et là, il s'agit de 6 musiciens, donc on pourrait voyager ensemble, ce serait plus simple, ça donnerait moins de travail aux compositeurs. Mais ce travail de transmission qui se passe entre le compositeur, un créateur, un musicien local, un directeur musical local, 6 musiciens de la région, comment eux, ils vont amener du public et comment le projet va s'ancrer davantage dans le territoire. Là, je pense que la balance, elle est clairement plus intéressante si on mélange les apports sociaux dans la relation au public que va avoir le projet avec la question de la réduction de l'impact carbone. Thank you, Caroline. I think maybe if I may say it is something that we've discovered often in these days, that it's not an either-or approach, but that it's good to have multiple possibilities, multiple experiments, multiple avenues to explore. And I would like to use the last minutes as well to give the word to Sami, who has a question for Faustin, I think. Just because, hello, just because I miss you, and you also shared a wonderful bit of your work, and so I had a question because I marked down you saying how dance is a form of connecting to your name and the names of others, and I just was curious if you could expand on this a little bit and share a bit more. Thank you. Alors, c'est bizarre de devoir répondre en français. Mais si j'ai commencé en français, je reste en français. Je suis né dans un pays qui s'appelait République du Zaïre. J'avais 23 ans quand je me suis réveillé un jour et c'était du jour au lendemain. Il a fallu que j'appelle ça République démocratique du Congo. Et donc, ce sentiment, depuis ce jour-là, de ne rien comprendre au monde qui m'a été donné par mes pères, ce sentiment-là, en tant que danseur, de ne plus avoir de colonne vertébrale. Et donc, du coup, si danser, c'est une manière de me reconstituer une colonne vertébrale, peut-être que quand je dis mon nom, ça peut prendre plusieurs formes. Qu'est-ce que c'est qu'un danseur qui ne sent plus sa colonne vertébrale? Et comment on peut essayer de retrouver cette colonne vertébrale? Qu'est-ce que c'est qu'une danseuse qui ne sent plus ses pieds, le contact avec le sol, et comment elle essaye de retrouver ce contact avec le sol, en sachant que rien n'est jamais donné une fois pour toutes. Déjà, ce n'est pas donné d'avance, il faut le trouver, et quand on l'a trouvé, ce n'est jamais acquis une fois et pour toutes. Il faut toujours renouveler ce contrat avec soi-même, et le fait que le danseur doit en permanence s'entraîner, parce que sinon on se blesse et tout, c'est peut-être cette manière-là, c'est concret, c'est-à-dire on doit se souvenir de son corps, parce que sinon on est perdu. Après, puisque je nourris ma danse de cette réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis congolais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans cette partie du monde, qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de cette société-là, en sachant que c'est une réalité qui est toujours fuyante, difficile à saisir, et donc en permanence, ça devient une question de renouveler la relation.
je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, ma danse comme une manière de me souvenir de mon nom. Et je commence par moi. Parce qu'une autre chose avec le nom, c'est que puisqu'il ouvre un réseau de relations, le nom ne nous permet pas de nous écrouler en nous-mêmes et rester dans un espace égocentrique, nombriliste et tout. Parce que si on veut, si on est sérieux avec ça, on doit toujours se rappeler qu'on fait partie d'un réseau, qu'on fait partie d'un monde et qu'on est connecté à ce monde-là. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette notion de nom. Ouais. Tarek, tu as quelque chose à dire. Thank you for an amazing... Can you hear me? Yeah. Thank you for an amazing presentation. I had a question about... we were talking earlier about ways of re-enchanting children with landscapes, etc. So I was curious about how you went about in terms of the curriculum, pedagogy, the ways in which you've been able to re-enchant the children you're working with trees, of kind of new scientific re-collaborations around what trees are, the life of trees, their interconnectivity, their nature as cooperative beings that help to feed each other, help to send alarms across underneath the ground. So that's my first question. The second one that struck me is your incredible temporality, about 100 years. So how do you go about operating within that temporality when so much of today's world is built on immediate gratification and quick fixes? Thank you. Should I repeat everything? No. Oh, the last question. No. Okay. Just the last question. Okay, easy. Okay. So the second question was around you speaking about kind of an expanded temporality of 100 years. And so I'm wondering what and how, whether it's in the language that you use or how you kind of communicate this extended temporality, if you maybe extend it from the cosmologies that you find yourself in a world that so much of it's built on kind of quick gratification, quick results. So how do you put that into like a pedagogical program? Yeah. Je vais commencer par la deuxième question. C'est que quand on commence à se projeter dans une perspective comme ça, dans ce genre de temporalité, finalement, c'est un geste d'humilité. Ça veut dire qu'on sait que tout seul, on ne pourra jamais porter ça. Mais on peut commencer en faisant confiance à ceux qui viennent après nous et qu'ils vont pouvoir le continuer. Et donc, la seule manière pour moi de préparer ce qui va se passer dans 100 ans, c'est déjà de me dire que je ne peux pas le faire tout seul. Mais je prends ma responsabilité par rapport à là où je suis aujourd'hui et je commence le chemin. Mais ce n'est pas, je ne peux pas mettre sur mes épaules le poids de finir cette entreprise. Et donc, on commence et à un moment, on sait que le bâton, il va être passé. Finalement, comme des danseurs dans un cercle de danse, on sait que l'énergie qui va partir de mon épaule droite va forcément revenir par l'épaule gauche. Mais ça va revenir parce que j'accepte de lâcher cette énergie. Et puisque je l'ai lâchée, ça revient. Et donc,
je ne peux m'occuper que d'aujourd'hui et être à 200% présent à ce que je peux faire aujourd'hui et ne pas me prendre la tête avec « Ah oui, qu'est-ce que ça va être dans 100 ans ?» Eh bien non, je ne suis pas là. Je suis juste dans aujourd'hui. Et comment rendre aujourd'hui le jour le plus beau du monde? Comme ça, demain aussi, ceux qui seront là feront en sorte que ce soit le jour le plus beau, en lien avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, finalement, en regardant les choses comme ça, je les sens moins lourdes. Je les sens moins lourdes. Je fais ma part et je fais confiance en l'humanité. Peut-être que c'est par les temps cyniques, négatifs dans lesquels nous vivons, c'est difficile de dire je fais confiance en l'humanité. Mais si je ne peux pas faire confiance à l'humanité, à quoi bon rêver, quoi? Et donc, pour réenchanter le monde pédagogiquement, c'est que ce qu'on a fait, c'était essentiellement inviter les enfants à regarder et à voir. Et quand on a la chance d'être dans la forêt, au cœur du Congo, si on s'arrête juste un peu pour regarder et pour voir, on est en permanence enchanté. Et donc, il s'agissait pour nous juste de faciliter cet accès à cet environnement d'abord. Et une fois qu'on est là-bas, d'avoir quelques personnes ressources qui pourraient répondre aux questions ou alors qui vont provoquer l'observation. Si on a des enfants qui ont grandi en ville et qui sont habitués à voir des chenilles dans leurs assiettes pendant la saison des chenilles, et qu'on arrive au pied d'un arbre, on dit cet arbre qu'on appelle Butaka, là, c'est l'un des arbres à chenilles. Ils sont tous curieux. Ah bon? Comment? Et tout. Et là, maintenant, il y a un scientifique qui vient pour leur expliquer qu'à un moment, il y a les feuilles sont comme ça attire tel type d'oiseaux, et puis, à un moment, ça devient des chenilles qui vont descendre, et plus tard, ça deviendra des papillons. On aura introduit tout un cours de zoologie. Mais en même temps, on leur aura parlé du fait de ce qu'ils mangent, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. C'est que rien n'est jamais isolé, toutes les connaissances sont connectées et il n'y a pas une seule porte. Mais que la porte d'entrée, que ce soit avoir accès à un espace qui rend la curiosité possible. Bonjour. Alors justement, ma question... Bonjour. Bonjour. Ma question vient justement parfaitement bien coller à ce que vous venez de dire, parce que j'allais vous poser la question justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait une sorte de moyen ou d'espace d'inspiration dans lequel on pourrait éventuellement partager toutes ces expériences, mettre des vidéos, mettre, je ne sais pas, les meilleures pratiques, des conseils, essayer de profiter vraiment des expériences des autres, mais que ce soit sous forme de, je ne sais pas, là j'imagine une sorte de réseau social où
une plateforme qui défie en fait les barrières de la distance, des langues, qui peut être traduite. Parce que je vois que vous avez fait beaucoup de travail et probablement il y a d'autres personnes qui essayent de faire les mêmes choses ailleurs et que votre expérience saurait très bien enrichir. Donc vous avez parlé de cette énergie qui sort de votre épaule droite et qui revient par l'épaule gauche. Justement, on a un peu besoin de ça pour toutes les initiatives qui se font un peu partout dans le monde et qu'on ne connaît pas. Bah, grâce à ce genre de laboratoire, on arrive à découvrir certaines choses, mais en dehors de ce genre de laboratoire, je pense que je n'aurais jamais découvert, par exemple, ces initiatives-là, et je suis certaine il y en a plusieurs qui se passent, donc je voulais juste avoir votre avis, tous les deux, concernant cette réflexion par rapport à quelque chose qui unit toutes ces initiatives-là. Merci. Alors, il y a déjà quelques initiatives par-ci, par-là qui essayent de faire ça, mais maintenant, il faudrait unir les initiatives qui unissent. Parce qu'effectivement, il se passe plein de choses dans plein d'endroits et qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et par-delà les distances. Enfin, l'expérience qu'on a menée avec Faustin entre la Suisse, Lausanne et Kisangani, c'était une expérience très forte d'avoir depuis Kisangani des paroles qui viennent pendant un laboratoire en Suisse, partager une expérience de terrain, une expérience de recherche, une expérience de vie, une expérience qui questionne aussi la place de l'art, sa séparation de la vie et sa non-séparation, une expérience incarnée dans le corps, comme le décrit si bien Faustin quand il raconte ces expériences-là et qu'il ne les distingue pas de son travail chorégraphique. Donc oui, si on pouvait avoir un endroit où toutes ces expériences se réunissaient, ce serait formidable. Je crois qu'il y en a beaucoup et qu'il faut beaucoup de ces moments d'échange pour qu'on apprenne où se trouvent tous ces trésors. Peut-être que je peux juste rajouter à ce que vient de dire Caroline, c'est que quand on observe Internet, par exemple, la force d'Internet, c'est que ce n'est pas un réseau centralisé, c'est plusieurs réseaux. Et dans leur interconnexion, ça fait quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, il y a ce laboratoire qui se passe à Tunis, qui permet ces rencontres. Et des réseaux qui se tissent là. Comment, à partir des endroits comme ça, on arrive à identifier d'autres nœuds qui existent et on commence à les interconnecter sans en faire un lieu ultra centralisé, monolithique, à un seul endroit. Et là aussi, le fait qu'on soit là aujourd'hui ensemble, pour moi, ça me donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a de la chance. Peut-être que je suis trop optimiste, même quand le monde est en train de s'écrouler. Je pense que Michael, qui est là, ne dira pas le contraire. On ne peut pas tenir au Congo si on n'a pas une dose d'optimisme qui est au bord de la folie, peut-être. Mais c'est comme ça, dis-moi, ça me donne beaucoup d'espoir de savoir que nous sommes là, réunis ici, aujourd'hui, et pendant quelques jours, vous êtes à Tunis, vous allez échanger. Et en repartant, on gardera quelque chose de cette rencontre qui va continuer à nourrir notre propre petit réseau là où on en est. Mais du coup, ce réseau sera moins petit parce qu'on s'est rencontrés. Et ça va grandir de manière organique et ça prendra du temps. Et pour moi, c'est vraiment un engagement à construire, mais dans la durée. Et le réseau va grandir. Le réseau va grandir. Mais ça va grandir aussi selon les affinités.
les complicités, et que ça prenne autant de formes que possible. Parce que pour revenir à l'image de la forêt, chaque arbre occupe un point précis de l'espace. Et pourtant, chaque arbre communique avec l'autre bout de la forêt, à travers les racines, à travers le vent. Donc, je nous vois comme ça, comme des arbres qui ont besoin de s'enraciner au maximum, et à travers nos pieds, nos racines vont se rencontrer. Et on va continuer. Moi, ça me donne de l'espoir d'être là. Comme d'avoir été avec Caroline et le théâtre de Vidi pendant 1 an dans ce projet des imaginaires des futurs possibles qui réunissait 7 chercheuses et 7 artistes de Lausanne, avec des rendez-vous mensuels, un week-end par mois, où on passe du temps à rêver ensemble, chacun avec ses propres outils. Et à un moment, s'est dit, mais ce que je fais à Lausanne n'a pas de sens si s'il n'y a pas d'écho avec ce qu'on construit au Congo. Et on a trouvé un moyen de faire communiquer. Et ce n'était pas seulement le temps d'un rendez-vous, d'un week-end, parce que c'est des choses qui continuent. Je vois avec mes amis, mes collaborateurs au Congo, dans quelle mesure cela continue à nous nourrir. Et je vois comment ce temps qu'on a passé ensemble va continuer à nourrir même ce qu'on fait dès juillet prochain avec les enfants dans cette colonie de vacances apprenantes. Mais c'est de petits pas, petite échelle. Ouais, moi, je continue à croire qu'on peut changer le monde, mais ça va être avec des tout petits pas. Au moins changer son propre monde. Donc, continuons à construire là où on est. These are really beautiful words to end on. I believe you both have to sadly go, Faustin and Caroline. Thank you so much for taking the time to be with us for this limited amount of time today here in Tunis. And I would like to extend an invitation also to you to, even if you're not with us tomorrow, we will be discussing some concrete calls to action that can be realized elsewhere, but also here in the space that we're generally hosted in these days in Tunis at La Rue. So if there's anything that comes to mind that you would bring to these discussions, send a message to Jan, send an email, and we will incorporate them tomorrow. Thanks a lot. And we will continue with the second part of the discussion now here in the space. I'm now kind of in between a physical and a virtual space. I'm not quite sure where we are, but I guess we're still here in this room. Is it okay for everybody if we continue? Is there the necessity of a short break? Are we all fine? Should we say 5 minutes, 10 minutes? 10 minutes, agreed.
It's not too long to be with Sami, Sibylle, and Lerato. And actually, Sami and Sibylle extended a really good suggestion, so I would right on pass the word over to you. Thank you so much, and thank you everyone still being here. We've been talking about how the bodies are affected by the environments and how the bodies in turn can also affect the environment again. And we were thinking we're sitting the whole day and we become tired and we get in so much information. So we would invite you to stand up all together and feel your bodies and shake and move and feel every part of your body and connect with this movement that is a different way of knowing. Yeah, are we still live streaming? Are we on the internet? Move your hands, shake your shoulders, your hips, your feet. Make sure it's every joint. Make sure you get everyone. Should we do the whole thing? Yeah. Should we do like a proper thing? Yeah. Where Let's do it. Okay, start with your heads. Your head. No, just we're gonna shake all the joints from head to toe. So start with your heads, move it from side to side. And then as you're doing that, remember to breathe as deeply and as comfortably as possible. And then back and forth. Let your, yeah. And then after that, you can roll your heads. I think what's important with these, like, sort of slow stretches is just to really breathe. Yeah. And now let's do the shoulders. You just move them to your ears. Hold it, hold it, hold it, and then let go. Breathe in. Shoulders to your ears, hold it, and let go. And then you just roll them a little bit, roll them whatever direction. Keep the one direction, and then change direction. And breathe. Great. Now we're gonna do these joints. They have an actual name. Thank you. You start with one hand. We can do both hands. You just and breathe. Good. And then change direction. Yeah. Okay. We were doing. Some were doing elbows, some were doing shoulders. So if you were doing the elbows, then now do the shoulders. If you were doing the shoulders, now do the elbows, if that makes sense. Yeah. No, it's very, I think what's important is that it's very intentional. The joint thing is very intentional because we're listening to our bodies. So you're either moving your shoulders or you're moving your elbows and nothing else. Because we're trying to be a little bit more in our bodies. I might not be doing a good thing, so yeah. Okay, let's do this. Feet hip width apart, shoulders back, relaxed. Now hands out, both hands. I just have a mic. Breathe, good. And change direction. That's good, yeah. Now, just this, the hips. Yeah, this is still, no. We. One direction, direction. We. And breathe. Bravo. Then the other direction.
Breathe. Bravo. Knees a little bent. We. No, not knees, just not locked. Just bent a little. We. Now. 1. And this. Not the hip, just the knee. Just the knee. Just the knee. Good. The next direction and breathing. Good. Yeah, it's not so easy. Then the other foot. And just the knee, one direction. And then the other direction, just the knee. Bravo. Now we're going to do the hip joint, which is just one direction. That's the hip. Yeah. Good. And breathe. Good. Try to be straight. You're keeping your posture straight and relaxed. Now the other direction, same hip. Yeah. Bravo. Wow. The other foot, I don't know, the other leg in French, the leg is un leg. Yeah. Good. And now you just different direction. Yeah. Super. Bravo. Now, ankle. Yeah. And just one direction. Yeah. Good. And breathing. And now the other direction. Yeah. Good. The other foot, one direction. Yeah. And now the other direction. Good. And this one is just for fun for me. Jump. Super, thank you. Yeah. Definitely. Thank you, everyone, for shaking it out with us. You want to start? All right. So, are we still live streaming? Okay. I wasn't sure, honestly. Do you want to start, or should I start? How do you feel? Yeah, I mean, we can both start also. Okay. Thank you, everyone, for bringing in your ideas and projects and thoughts. This was really enriching and inspiring, and I still feel, and thank you for this activation. Yeah. That was needed. I still feel like so soaked and so buzzing with all these different urgent questions and metaphors and perspectives that we heard this morning. And I think all of you share the same feeling. And I think the best thing would be to really find a way that we can get into a discussion together and share our ideas or concerns or just small things that struck you or words that you want to elaborate on. So this is also an invitation to not have us two speaking, but become a group of people that have a conversation. I agree. I was really looking forward to this session to debate with you. I don't know if it's called a panel discussion, but I always understood it as a space for us to reflect together, debate a bit about everything we've been
hearing and learning so far. So of course we could share thoughts, but if anyone would like to open with something that can, and we take the conversation that way, that's also very, very welcome. Ooh, I love it, yes. Yeah. I saw your hand and then over to you. Juste si c'est possible, le lien avec la société civile, puisque c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc, Sami a ouvert la discussion, mais essayez justement de faire le lien. Alors, la composante société civile, comment on peut opérer cela, compte tenu de ce qui a été retenu comme idée des discussions précédentes. Voilà. Quelqu'un voulait interagir? En fait, I had two questions to rebound on Uhuru's performance and Tarek. I have two questions. One is for Tarek. When you said it's, I think that it's very important thing that you activated when you said we use mythology as a way of preservation. When you talked about stories around the trees, and I wanted that you elaborate more, and how can you invite people, kids, and around this idea, how can you share this mythology? And Uhuru, when I already shared thoughts with you individually, but also because you started to present your book around your grandfather, and you said also we can use roots as a way of excavation. How can you relate this to your grandfather's stories? Is it like a personal way to activate this idea? And like you started as a personal way, but how can you share it to the others? Thank you. شكرا. So mythology has been used historically around Palestine, but also all around the world as a method of preservation. When we got to the site and we started unearthing these sort of stories, that with time, a lot of these stories that were connected to a certain type of popular spiritualities, that I would make a distinction between that and institutional religious institutions and stuff like that. And around the 80s in Palestine, the institution kind of won. And there's many reasons for that, partly economic, when agricultural life and the sector moved away or declined, relationship with the land and all these kinds of mythologies that came with it kind of declined as well. And also there was sort of a lot of influence from like Saudi, Wahhabi, etc. that sort of took the role of these rituals and these in the mosques away from these shrines. I don't know if I mentioned there's a shrine at Sakia as well, where the sacred tree is. So we try to think, when we come to these mythologies, we try to think of them not as essential things of the past that are fixed and, mystical in the sense, but that were there to serve a particular purpose, and we're there to kind of also represent the social, cultural history of the time. So we think of them as evolving things, and so we try to see, we call it sustainable mythologies, right? Is that we are the creators of these mythologies, ultimately, and we're there at the site now, we are the custodians now, we're putting our time and energy and labor, and so new mythologies can come about. So the question becomes, do we keep the spirit of Al-Anain, the mother of eyes in the spring, or do we need new spirits?
Can the cochineal that invaded the sabr become another spirit? Could we keep the spirit of the gazelle when the gazelle is extinct? You know, so these are all questions in terms of how do we deal with these mythologies. In terms of a system of protection, we also have an issue about public kind of or collective preservation of place. And we have an issue with that. You know, we have people that come and throw their garbage or, you know, and so it becomes a question of how do you approach and how do you incentivize and invoke a spirit of collective care and stewardship. And so we're very careful about how we do that. We draw on these mythologies that exist. We're thinking about new mythologies that might, you know, come about. And we're really careful about the language we use. So, you know, there was a time where we come back and if we leave a site for a second, the whole pool is filled with trash. And, you know, it becomes really a point of stress for us and a lot of work. So we thought, let's make a sign. Let's make a sign to say, you know, don't throw the trash, don't this, don't that. And then we realized this is not the language that matches what we do. Because this is the language of order. And, you know, don't do this, don't do that. You know, it's through the negative. So now we're starting to think maybe we should start to think of the language that is more introspective. So we like to protect our spring, or we are in the process of protecting the trees. And so when people read that, they're introspective. They're thinking about, you know, they're suddenly reflecting on their own being, on their own responsibilities, on their own, and it's not the language of authority. So we're trying to back away from language of authority and trying to present more introspective, because I think the language of authority will ultimately erode and you know, the human spirit. And so we open up these sorts of these kinds of design challenges to the kids that we work with, to the students that we work with. We open up the mythologies, the histories, our new observations of the space, but also being very careful about the types of languages we use, the types of symbols that we want to invoke, and we open up like design processes to think about what is our tone, what is our symbols, what are our languages, and how do we put them into the site. Yes, thank you for that invitation to elaborate, because I didn't have time during my presentation. So the piece about my grandfather I wrote in 2019. He passed in 2017. And so it was sitting with the grief of his passing that I was sitting with questions of how to honor his life when we really didn't know so much about him. The mining industry was such that boys and men were extracted from the family unit and they worked far away and returned home for 2 weeks in a year in December to spend time with their families. So 2 weeks in a year, and then he's gone the rest of the year. So I was sitting with the question of who is this man? What is his story? What were his desires? And so forth. And I went into the root work, the work of dealing with grief, as the work of investigating and excavating the root. Who is he? Where does he come from? And so forth. But also as enchantment work. So I come from a society that believes that the dead are not dead. The dead are the living dead. They are the ancestors. So I created a ritual to invite him to tell me his story,
to be in dialogue with him. Created a space for a ritual of congregating with his spirit so that he may tell me what his story is. So excavation for me is so important as root work because it's almost like extraction, or it's an abstraction of extraction. But excavation is about unearthing, it's about digging up the bones or what is buried, and re-examining, praying over it, ritual over it, and rebury to kind of bring some sort of restoration and repair. So the question I was sitting with was, how do our ancestors rest in peace when they have lived such a life of being extracted, their bodies extracted of labor, they themselves extracted from their families, their communities, their worlds, you know, where they had particular kind of responsibilities and roles, and then they were extracted and put in this other new context. I had to imagine this context. Unlike plantations, so in Cape Town we also have, in South Africa is a plantation economy. In Cape Town we have winelands, which were plantations, and you are able to visit the plantation and see where the enslaved slept and where they worked. But mining is quite a different industry. You cannot visit, you can't go into the womb of the earth to go see. It's such a hidden aspect of racial capitalism. It's out of sight. There's whole cities underground that nobody has a way to visit. You can't I can't decide to just go. You know, it's very controlled, heavily militarized, policed, precisely because it's hiding a shame. And so I had to enter another space of going into the mine without physically going there. So, okay. Yeah, imagination, excavation, enchantment. Sorry, this is. Yeah, so having to go to this place in another way that's not physically. And so the method and the approach of the book, I call it unburying, the process of unburying. And that is informed by that. It is a Black feminist praxis of creating ritual in the process of creation. So making creativity, co-creativity, ancestrally co-creating your work. So my work is ancestrally co-created. It is created with the previous generation. It is co-created with the living dead, the ancestors. It is co-created with history. It is co-created with the future, because mining is still ongoing in South Africa today. It's actually like mental to think about. It is an ongoing process. Today, people are dying in mine shafts in South Africa today. So what is that grief that has no end? It didn't end the mines didn't shut down when apartheid ended. You know, there's no end point. Mining is an ongoing process. Grief is an ongoing process. So how do you even begin to speak to it while it's a shifting target and also hidden? So the ancestral co-creation and excavation becomes another entry
into a story that is not meant to be known. Thank you so much. Hello. My question is for Sasha. Is he here? No. No, I had also a question for that, but he's in a Zoom. But instead of, I can also ask him to. I think it's important, though, and as interesting it is to ask specific questions to people who have shared their project. Yeah. This space right now is more about questions that we can all answer, and we can all debate together. So I encourage you to try to ask something like that. I can try, but since based on the nature of the question, we can try and see how we can debate that. Sure. So my observation was directly linked to the presentation. In the presentation, there were slides using the verses, in the orientation, either kind of like following a clear or a queer when it comes to tension between orientation for cultural practices. And conventionally, we know using the verses is a confrontational move. It's kind of like either you pick this side or you pick this side. So I wanted to see from a standpoint of imagining like the future or potentiality of climate change, are we kind of like mandated or like are we programmed to stick to one choice, or is it more of kind of like mixing and mingling and maybe not like kind of like tagging ourselves or our approach? Yeah. I just can comment on that also because I had a similar observation, and I think the point is that we have to be careful because now we are a group that I think we have also a lot of common sense with like looking at the crisis, but we also have to remember that crises are multiple crises, it's a plural, and it's different scales of crisis as well and different localities of crisis. So there is also a multiplicity and plurality of solutions or approaches, and within these solutions we always have to embrace that there will also be contradictions, and we've been discussing that on different issues also in relation to how do we want to fly somewhere, or how can we deal with like restrictions of flying or not or flying, or what do we eat, etc., etc. And there's a lot of movements that make strong decisions, but I think coming back to the term radical as well, you know, like thinking it not in this Western conception of something that has to be radical in a term of like finite and exceptional and just like constraining, but radical as rooting means like in each and every situation we have to go down deep, the very specific core of the very specific situation, question and encounter, and within that maybe find at one point this solution that is part of one movement, and in another have to work with a different way of being. And yeah, I think it's really important to not think in binaries, but in dualisms or multiplicity, and keep that also alive in the way how we take decisions, as you already mentioned that crisis comes from decision making. I think it's a nice echo to say we have multiple crises and we have multiple decisions to take. Did you want to throw your question into the round as well? Actually, it resonates pretty much with you. Yeah, because it was very helpful, like to see the and also it's clear that it was just like an attempt to break it down somehow as the two imaginaries. Yeah, and I found myself saying, okay, I have a bit of this and I have a bit of that. So because he also uses choreography metaphor and the dancer, and how much choreography is needed for a dance, or is there a dance without choreography even possible? So it was a bit like, but it was a nice kind of inspiration, and I was just wondering if there are, you know, actually it felt like a communication between all these imaginaries is necessary somehow in myself, in the bodies, and I was just, if there, because it felt so
so elaborated already. So maybe there's already in social science already like tools or like that some research done, like how you do it, like practically. So, but it's maybe also we have to do it. How you do it, meaning how you create the imaginaries. No, like because they said, okay, there's this planning type of extraction and getting things done type of imaginary. So, and then there's the other one, and so I realized that I think like for most people, they would say, I'm a bit like this, and I have also parts of the other one inside of me, and how they communicate. So how we talked outside, and I said we had a big like scandal in Germany. There's a river polluted, and so, like tons of fish died. And then they did a LiDAR scan of the area, and they realized that there were 100 illegal pipes going in. So, and I was like, okay, how can we communicate with the people, you know, without telling them, wow, that's really bad, and, you know, using the language of authority. How can we make an invitational gesture that is necessary to get them on board, you know? And that's, you know, they are the two imaginaries somehow to bring together. Yeah. I found Sasha's presentation really poignant because I woke up this morning thinking I don't feel like we actually touched on it. As we did our introductions, we started touching on whether we all truly agree that there is a crisis of imagination. But then we didn't really expand on it. And I woke up thinking about, do we agree on that? Is there agreement there? And so I asked a couple people, and I asked a French-speaking group, and we talked exactly about this. They said, are you talking about a crisis of imaginaries or imagination? And I was like, oh, what's the difference? And so I was very happy to see Sasha's presentation break that down, and then I realized for myself that I don't believe there is a crisis of imagination. As I said in my introduction, there is. I think everyone has so much abundance. Abundance is what we need to remind ourselves of. There's so much wealth in all of us and in everyone on this planet. But there is a crisis of social imaginaries. And so I asked myself how, especially as a facilitator, how do we help people get there? And Mikael's presentation also reminded me of that. How do we help each other get there? Because there's difficulty, you said, in expressing what's in your mind, to come out and articulate that. And all of us struggle with this. And so as the artists and researchers and facilitators that we are, how are we helping people do that through the work that we do? And you also talked about what is it in this life that we want to preserve? And I think that's super important. We talk about imaginations, and often that leads us to think about the future, but it's about right now also. What is it that we want to preserve and maintain and make better? I think I was talking about that with other people. And this act of creating a space to be liberated that you talked about, Tarek, is so important and is what my collective, Black Earth, often talks about. And our whole ethos is exactly what Uru shared with us earlier, exactly what we needed. And so my ultimate question, because I'm saying we have 3 minutes, although this is the most important session of the day, because I think we all really need to debate where we're at and what we're thinking, so maybe we can continue tomorrow. On peut continuer en marchant pour voir l'expo après, d'une manière informelle. Une vraiment toute dernière question, parce qu'il reste 3 minutes. Juste 3 points pour réagir. La crise climatique, elle est multiple et elle est plusieurs facettes. L'eau, on en a parlé tout à l'heure avec Tarek et Boshra, c'est une crise. C'est une partie, je veux dire, c'est le volet de la crise climatique. C'est très important. Donc, comme thématique, elle est intrinsèquement là et elle révèle et elle nous pousse à y réfléchir également dans nos pays, tous, dans chacun des pays. Deuxième point, on a parlé de libérer l'imaginaire hier, je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que le contexte pays et le contexte local est très important
à considérer. Quand je dis, et je le redis encore, libérer l'imaginaire veut dire que, en même temps, avec beaucoup moins avec l'artiste, mais avec la population auprès de laquelle on veut explorer la pratique artistique ou la pratique qui explore et qui va au fond pour changer les normes et la morale. Moi, je suis dans le changement des normes et de morale, du vivre ensemble, de ce partage. Le contexte est très important à considérer également dans les réflexions que nous voulons faire. Parce qu'il s'agit de morale et de valeurs sur lesquelles on n'a pas avancé beaucoup. Et il s'agit aussi d'une singularité territoriale qui doit avoir lien avec toute cette richesse qui est en chacun de nous, appartenant à diverses pratiques et disciplines, mais aussi toutes les autres qui sont venues aussi de nos expériences, qu'ils soient académiques ou autres. Donc moi je pense que c'est à travers ce triptyque-là qu'on peut aller construire un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, mais selon ces critères-là qui sont, je pense, partagés par tous. Voilà. Je pense qu'on devrait clôturer. Il y a quelque chose à... Yann, tu voulais dire quelque chose? Ok. Là, on a l'autorisation officielle, c'est bon. No, I think we can go for 15 more minutes, but I think we also want to have the time to go visit Boshras exhibition, and then we have dinner, all of us together, and then there's tomorrow afternoon. But we can go for 15 more minutes. Do we agree all on this? I think it's a really important moment because I feel like we really are figuring out also, we're leaving a bit the meta level of thinking about like big words like imagination, but really coming to core problems or like very specific problems. And you know, we've also heard about the body as a tool of placemaking, which I really loved what you shared. And this it became also when Faustin was speaking about like seeding trees and then planting them and thinking about different temporalities. We have also to consider that this is like space times that we are making, and it's not separated, and that's why it's crucial that within this encounter now we can really also use the time very valuable, and I think it's like really, if we want to work tomorrow really concrete, it's really thinking maybe of problems that are not the crisis and not the climate crisis, but really like thinking about like imagination of water or imagination of a tree or the imagination of the root, and what that means on different localities. So that's maybe also more an activation and a comment than another question, but I wanted to share that. I think I have a story to share, sort of. It's not a story. It's something that happened not so long ago. Cape Town, it ran out of water, which means that the climate crisis that we're talking about in the future is not in the future, it's currently happening, and it has been happening. And poor communities and rural communities are the ones that have been feeling the brunt of this continuing climate crisis, where just because we flew around the world, or just because I flew around the world, I'm just gonna say it, because we fly around the world, 20% of us, and mess up the climate, and we get to live in cities and spaces that have resources, and it's possible to be like, I have electricity and I have water out of my tap. Climate crisis is still in the future when it's not necessarily in the future. Anyway, Cape Town ran out of water, and
because it's one of the most unequal societies on the planet, what ended up happening is that people in power started telling poor people how to save water, which was like completely absurd because poor communities had been living without water before Cape Town realized it had a water crisis. So it was like this dysphoria where people who take showers by letting the water run for 5 to 10 minutes and waiting for it to get hot. Yeah, I know your face is doing this. We do that. We like let the water run so that, because the first water is cold and you're waiting for the hot water to come out, and then you take your long baths. Or people who had pools in their gardens, or people who had green grass that gets watered every day, started talking about how we could all save water instead of listening and learning from people who have been saving water and who have been using water in sustainable ways and who have been living in this crisis. So, and I think for me, I feel like my job is to do a lot of listening. Yeah, there's more that's going on in my head, but I feel like I won't be articulate. Ed on, I'm gonna put Uhuru on the spot. Ed. Yeah, you're a good spot to put on because the garden, your grandmother's garden, is also. I mean, there's a lot of
refaire la même chose. On va les appuyer, on va plaider pour, mais de manière différente. C'est important. Voilà. Sur ces belles formules, un petit applaudissement quand même pour votre participation, pour toute cette belle énergie. Un grand merci à... Ils nous ont remplacés pour la facilitation. On aurait pu faire ça, Isabelle, hein, les exercices d'assouplissement. Moi, j'ai ramené mes Jordan. J'ai eu un truc prémonitoire. Je sentis qu'on allait sauter aujourd'hui, donc j'étais bien équipé. En tout cas, on enchaîne sur l'exposition de Bochra, Taboubi. Donc, on va partir d'ici directement. N'hésitez pas, je suis sûr qu'il y en a ceux ou celles qui veulent continuer la discussion. Il y a une marche qui va être faite. Il y a d'autres moments de convivialité qui sont toujours là. Profitez pour continuer l'échange. Et surtout, laissez des traces sur les post-it et mettez des post-it partout. Voilà. Thank you so much for this much needed discussion. And I wanted to add for tomorrow that the morning will be a restorative walk.